Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va essayer de respecter le timing. Je vois qu'il est 14h30, donc on va commencer doucement cette séquence. 1 heure ensemble. Hortense et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette heure qui sera consacrée à l'accès libre et gratuit à l'information. Un ingrédient indispensable pour développer l'esprit critique. On parle de l'esprit critique et vous avez vu combien c'était d'actualité de s'interroger autour de cette thématique. Peut-être commencer par énoncer un fondamental qui va vous paraître évident au vu de ce qu'on s'est dit depuis hier. La bibliothèque publique est une institution qui est nécessaire à l'exercice de la démocratie. Ça paraît un petit peu pompeux et pourtant c'est exactement ce que indique la charte des bibliothèques de 91 qui avait été proposée par le Conseil supérieur des bibliothèques, et puis c'est aussi ce que énonce un texte qui est, à mon avis, un peu trop méconnu, qui est les 10 atouts politiques de la bibliothèque publique, qui a été porté par la FNCC, la Fédération nationale des élus de la culture, qui très clairement énonce que la bibliothèque est plus qu'une histoire de livres, mais qu'elle est un atout indispensable à la démocratie. Donc, il faut bien sûr partir de ces éléments-là et ne jamais l'oublier, puisque la bibliothèque, elle garantit à tous et à toutes un accès libre, gratuit et de proximité à l'information, au savoir et à la culture. Et c'est cette mission qui fonde la légitimité de nos établissements, vous le savez, et ça explique pourquoi la bibliothèque publique est en France l'équipement culturel le plus présent sur les territoires. Je crois que c'est 15 500 bibliothèques en France. Je crois que un peu plus de 2 millions de Français sont à plus de 15 minutes de voiture d'une bibliothèque. Quand on s'arrête une seconde sur ces deux chiffres, c'est quand même assez étourdissant quand on imagine ces éléments-là. Et ce n'est pas anodin, puisqu'on nous énonce que la bibliothèque, elle est fondamentale dans une démocratie. Informer, former, émanciper, c'est 3 piliers sur lesquels repose l'action de nos bibliothèques. Mais derrière ces termes, ce qui est en jeu, c'est la possibilité pour chaque citoyen d'exercer pleinement sa liberté de jugement. Autrement dit, de cultiver un esprit critique dans un monde qui est saturé d'informations, de récits partiels, de contenus biaisés ou manipulés. Un monde où le risque n'est plus simplement la désinformation, on s'est déjà emparé du sujet, mais une uniformisation des pensées aussi, très clairement, au détriment de la réflexion personnelle et de l'esprit critique. Alors c'est un peu noir ce que je vous décris là, et pourtant, c'est quelque chose qui pèse au-dessus de nos têtes et on sent que l'épée se rapproche doucement mais sûrement. Et c'est en cela que les bibliothèques publiques sont des garanties actives d'une citoyenneté effective. J'entends bien effective, et on le verra. Ça, c'est le fondamental, j'allais dire, le contexte. Il y a une vingtaine d'années, c'est l'émergence du numérique et qui semblait promettre une extension formidable de ces principes. Internet, notamment, allait élargir l'accès au savoir, à l'information, libérer des contraintes de temps, une achronie, même libérer de contraintes de lieu, puisqu'on peut se connecter n'importe où et n'importe quand. Ça permettait aussi de démultiplier les contenus et puis, bien évidemment, d'aller vers presque, et on y est, une personnalisation de nos environnements informationnels. Ça, c'est la promesse de départ. Mais bien évidemment, cette promesse a été rattrapée, voire même détournée, je pense, par des logiques commerciales et techniques qui restreignent, plutôt qu'amplifient, le champ des possibles. Alors bien sûr, quand je dis ça, vous pensez tous aux acteurs privés, les fameux GAFAM. Et pourtant, les bibliothèques publiques ont été, et certaines le sont encore, actrices de ce mouvement d'enclosure, si j'ose dire, du savoir par le numérique. Si je pense à l'accès à Internet, il est à certains endroits beaucoup plus simple d'accéder à Internet dans un fast-food que dans une bibliothèque publique. On comprend que la liberté d'accès à l'information est quand même interrogée.
Si je rentre dans une bibliothèque et que je m'installe, je prends un journal pour m'informer, il n'y a aucune difficulté. N'importe qui peut accéder et s'installer et lire, peu importe s'il est de la commune ou pas, abonné ou pas, peu importe. Mais avec Internet, ce n'est pas souvent le cas. Ça doit nous interroger. Ça doit nous interroger. Deuxième exemple, les ressources numériques. Nous en avons de plus en plus, tous, plus de 80% des bibliothèques sont aujourd'hui équipées de ressources numériques. Ces ressources sont sous pression. Les modèles économiques fermés, les verrous techniques, les DRM, je pense que ça vous parle pour ceux qui proposent des ressources numériques à leur public, qui sont en fait des outils qui restreignent le partage, tout simplement, qui contraint l'accès. La concentration aussi éditoriale que nous connaissons actuellement, qui compromet très fortement la diversité des contenus et leur accessibilité. On prend un abonnement, puis on perd un journal, ou on perd un éditeur, ou tout d'un coup, on ne peut pas du tout avoir accès à cela. Vous voulez avoir du Rihanna en ressources numériques en bibliothèque, ce n'est pas possible. Donc compliqué quand même de vouloir jouer la diversité et le pluralisme dans ces conditions. Et cette non-maîtrise des choix de contenu que je viens de vous expliquer porte atteinte au fondamental qui garantit l'esprit critique, puisque quand je ne peux plus avoir accès librement à de l'information, déjà, on entame ma possibilité de me construire une culture, ou en tous les cas, d'être dans un esprit critique. Et puis enfin, que vous dire du domaine public numérisé par les bibliothèques elles-mêmes, mais soumis parfois à des conditions d'usage incompatibles avec sa vocation. J'entends par là où tout d'un coup, je vous rappelle que le domaine public, c'est un bien commun qui appartient à tout le monde et qui est la matière même du partage et de la construction même de futurs savoirs ou de futurs éléments de culture. Eh bien, on numérise le domaine public et tout d'un coup, on met des contraintes d'usage. Vous ne pouvez plus utiliser ce document sans l'autorisation préalable de la bibliothèque ou d'autres éléments. C'est ce que l'on appelle le copy-fraude. Rappelons quand même que le domaine public, même numérisé, ne tombe pas, une œuvre, même numérisée ne tombe pas dans le domaine public, elle s'élève dans le domaine public. Donc faisons en sorte que ce domaine public, même numérisé, reste là où il doit être et non pas dans des éléments qui sont contraints. Alors, que pouvons-nous faire collectivement, puisqu'il s'agit bien de collectivement, pour que nos bibliothèques restent des espaces où le citoyen se construit par l'accès à l'information et au savoir, même dans un environnement numérique? Et comment garantir que la transition numérique est déjà très avancée et même qui s'accélère, ça ne vous a pas échappé avec l'arrivée de la déferlante de l'Internet, de l'intelligence artificielle générative, eh bien, comment cette transition numérique ne nous fasse pas perdre l'essentiel, la liberté d'apprendre, de comprendre et de critiquer. Alors, il ne s'agit pas seulement d'un sujet technique ou professionnel, il s'agit d'un enjeu de démocratie, et la boucle est bouclée, fondamentale. Rappelez-vous ce qu'on a entendu ce matin avec nos collègues des États-Unis. La roue a tourné pour eux. Et puis, je pense à d'autres pays, certains de l'Union européenne. Je pense à la Hongrie, notamment, qui veut absolument que les bibliothèques ne donnent pas accès à certaines formes de culture. Et on est vraiment là, au cœur de la problématique. Il y a une dizaine d'années, l'ABF a tenté de porter une réponse collective là aussi, avec une charte que vous n'avez plus ici. Si on peut redonner accès à l'écran. Voilà. Cette charte qui a été écrite il y a une dizaine d'années, une charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l'information et au savoir par les bibliothèques, et qui énonce 8 grands principes auxquels font référence à tout ce que je viens de vous dire. Cette charte est un dispositif auquel des bibliothèques ont adhéré depuis maintenant une dizaine d'années, et vous pouvez bien sûr adhérer. Adhérer à la charte, c'est juste se positionner sur des principes que l'on veut défendre, et cette charte, on souhaite qu'elle soit signée par la tutelle et non pas par la direction de la lecture publique, parce qu'on veut qu'il y ait une prise de conscience très claire des enjeux que je viens vous décrire. Donc cette charte, elle existe, il faut la faire vivre, il faut pouvoir la montrer, et puis même si vous ne voulez pas adhérer à la charte, vous ne pouvez pas, elle est un outil de dialogue, c'est ce qu'on a vu ce matin sur l'atelier de neutralité. Une charte est un outil de dialogue et de discussion entre nous, mais aussi avec notre tutelle. Et puis vous dire aussi que cette charte, elle est accolée
à un label qui s'appelle BibLibre. Il y a 3 niveaux, hein, qui est tout simplement de dire non seulement j'adhère à des principes, mais j'agis pour garantir tout ce que je viens de vous décrire. Et selon les niveaux d'action que vous portez, eh bien, vous avez un label de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1, c'est donner un accès à Internet libre d'accès, n'allant pas au-delà de ce que nous contraint tout simplement la loi. L'ABF se positionne là-dessus, et d'où l'intérêt aussi d'adhérer à l'ABF, hein, c'est de donner du poids à ce genre d'outils qu'on peut adhérer. Et la Bibliothèque municipale de Lyon a été la toute première bibliothèque en France à adhérer à cette charte et la seule bibliothèque aujourd'hui en France à avoir atteint le niveau 3 du label. C'est donc une bibliothèque volontariste, hein, autour de ces questions-là. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Hortense Longequeux, qui est responsable du service de la bibliothèque numérique et de l'ouverture des données culturelles à la Bibliothèque municipale de Lyon, de venir nous donner leur approche et leur démarche, nous décrire leur dispositif et de voir que leur approche, elle va au-delà du simple donner libre accès, c'est d'aller vers une culture libre, vers l'open content. Et donc, je vais donner la parole à Hortense. On va faire une petite chorégraphie pour que vous puissiez être devant l'écran. Alors effectivement, la Bibliothèque municipale de Lyon a fait du développement de l'esprit critique une mission centrale de son projet d'établissement 2021-2026. Et de nombreuses actions sont portées en ce sens par la bibliothèque, notamment par le service de la bibliothèque numérique et de l'ouverture des données culturelles. Qui a dans ses missions l'ouverture des données culturelles comme son nom l'indique et la médiation des collections patrimoniales auprès des publics, que ces collections soient numériques ou physiques. Je vais donc vous parler d'actions très concrètes qui sont menées dans ce sens en lien avec la culture libre. Une culture libre qui prône donc la liberté de diffuser librement, souvent sous forme numérique, des œuvres pour toutes les réutilisations possibles par le public. Le développement de ces actions part d'un constat très simple, celui de la convergence qui existe entre les missions des bibliothécaires et les principes des outils libres, que ce soit en termes de diffusion, de volonté de diffusion de la connaissance, d'accessibilité de contenu, de valorisation des collections, mais aussi de référencement et de critique des sources. La notion de culture libre rejoint celle de commun des savoirs et des droits culturels dont nous allons parler un petit peu tout à l'heure, en termes de construction collective des savoirs et de réciprocité dans l'échange de celui-ci. Tout d'abord, la valorisation des collections de la bibliothèque sur les outils du libre permet de favoriser grandement un accès libre et gratuit à l'information avec une visibilité qui n'a rien de commun avec celle qu'on peut acquérir sur les outils seuls de la bibliothèque. Je vais vous présenter un peu notre bibliothèque numérique patrimoniale. Numelio, qui a été lancée en 2012, elle est construite avec des logiciels libres et elle comprend aujourd'hui plus de 390 000 documents numérisés, parmi lesquels plus de 236 000 livres imprimés, les 55 manuscrits mérovingiens et carolingiens qui sont conservés à la bibliothèque. Plus de 98 000 photos, de 8 400 estampes, de 1 300 affiches, de 350 titres de presse, de 12 200 cartes postales et de 6 600 albums de musique locale. Donc ça fait énormément de contenu très, très diversifié sur cette bibliothèque. Et il a été fait le choix à partir de 2016 d'apposer la licence Etalab, qui permet toutes les réutilisations possibles, y compris commerciales, des documents avec la mention de la paternité aux documents du domaine public.
Les documents sont téléchargeables par les usagers au format source pour permettre la plus grande réutilisation possible. Et on organise régulièrement des animations ou des médiations envers le public pour encourager cette réutilisation. Donc ça peut avoir des formes très diverses, ludiques ou pédagogiques. Par exemple, la création de puzzles géants avec les collections de notre bibliothèque à l'occasion d'inauguration d'expositions, de Kamishibai qui réutilise des collections patrimoniales numérisées de la bibliothèque avec les publics, etc. Donc la bibliothèque permet une réutilisation large de ces contenus, ce qui est une base, mais on s'attache aussi à valoriser ces collections dans les outils Wikimedia, ce qui leur confère une réelle visibilité. Donc les agents de la bibliothèque, et plus particulièrement ceux du service de la bibliothèque numérique, sont amenés à enrichir donc l'encyclopédie Wikipédia, la médiathèque numérique Wikicommons, la base de données Wikidata ou encore la bibliothèque numérique Wikisource. Alors, il s'agit souvent de réutiliser des contenus qui ont déjà été produits par ailleurs, par exemple des recherches qu'on a pu faire sur les collections patrimoniales pour des médiations à destination des publics ou parce que les documents ont été versés récemment dans la bibliothèque numérique. Donc, ça ne demande pas forcément une charge de travail énorme supplémentaire. Pour vous donner un exemple, par exemple, on a mis en ligne sur notre bibliothèque numérique le fonds COST, donc le fonds d'un érudit et bibliophile lyonnais du début du 19e siècle, enfin de la première moitié du 19e siècle, qui contient des estampes avec beaucoup de portraits d'érudits lyonnais. Et donc, on a recensé tous les portraits qui pourraient enrichir des pages Wikipédia de ces personnages et qui n'ont pas d'illustration. Donc, on a commencé à faire des versements dans Wikicommons. Voilà, donc c'est un exemple simple, mais qui nous permet de réutiliser notre travail en lui donnant plus de visibilité. Dans Wikicommons, nous avons créé des catégories. Alors, je vais vous montrer ça. Pour organiser les collections qui sont versées depuis notre bibliothèque numérique. Donc, en grands groupes en fonction des supports des documents. Et ça permet aussi de les rendre plus visibles sur la bibliothèque numérique. Donc, voilà, on a par exemple les livres, les gravures, les lithographies issues de Numélo. Donc, je vous mets un exemple au hasard. Et nous avons aussi une catégorie qui permet de regrouper des tutoriels que nous créons qui décrivent par exemple la procédure pour importer des images issues de Numélo dans Wikicommons. Alors après, on a aussi parfois l'occasion de valoriser une collection de manière plus systématique dans les outils Wikimedia, à l'occasion d'un projet en particulier. Par exemple, nous avons le projet de verser le contenu de la base provenance qui est sur notre bibliothèque numérique, que vous trouvez ici, qui répertorie des marques de provenance, des ex-libris d'anciens possesseurs de la bibliothèque, mais aussi des éléments biographiques, en mettant les images dans Wikicommons et en versant les données sur les possesseurs dans Wikidata, en utilisant un outil OpenRefine pour aligner les données. Oh, attends, si je peux me permettre juste de faire une remarque. Comprenez bien que là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on numérise du patrimoine, on a un portail patrimonial qui est dédié, mais on fait don de ce que vous voulez décrire à Wikipédia, à Commons. Wikipédia, c'est une porte d'entrée aujourd'hui majeure pour l'essentiel, beaucoup d'habitants et d'éléments. Savoir qu'une bibliothèque permet d'amener de la qualité, que ce soit visuel ou de permettre à quelqu'un de pouvoir puiser dans cette base-là pour pouvoir lui-même construire ses propres éléments, c'est contribuer à la matière qui va aller vers notamment l'esprit critique. Et donc on voit bien que c'est pas simplement venir à, mais c'est aussi aller vers, c'est-à-dire d'amener là où la matière est nécessaire pour construire derrière aussi du savoir qui peut nous échapper totalement même, puisque c'est la collectivité qui est derrière. Oui, tout à fait. Pour vous donner un autre exemple de valorisation de nos collections dans les outils Wiki, nous avons participé là, cette année pour la deuxième fois
au séminaire Open Content de l'École du Louvre, donc, qui est un enseignement dirigé par Lucas Lévesque, wikipédien et formateur en valorisation numérique du patrimoine, et par Johanna Daniel, ingénieure de recherche à l'Université Lyon 2. Et cet enseignement vise à former les étudiants à la contribution dans les outils wiki et à l'intégrer dans leurs pratiques professionnelles futures. Donc pour nous, il s'agissait de proposer un sujet issu de nos collections et puis de faire des points réguliers avec les étudiants sur le contenu et sur les sources qui s'y rattachent. Donc on a proposé un sujet sur le fonds Jules Sylvestre, qui est le fonds d'un photographe lyonnais de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui a beaucoup photographié Lyon et ses alentours. Et pour vous donner une idée de la valorisation qui a pu être faite sur ce fonds, sa page Wikipédia a été énormément améliorée et contient des informations précieuses avec des images qui sont issues des photographies de notre fonds. Et il y a aussi tout un tas de pages connexes qui ont été réalisées, notamment sur les piscines de Villeurbanne qu'il a photographiées. Donc ce qui a un intérêt pour la valorisation de nos collections, un intérêt local qui est très intéressant pour nous et pour les étudiants. La valorisation des collections de la bibliothèque a pu aussi se faire à l'occasion d'éditatons. Alors un éditaton, c'est un marathon d'écriture et de contribution dans les outils Wikimédia qui est réalisé avec le public. L'année dernière, par exemple, on a organisé un éditaton en marge d'une exposition qui avait lieu à la bibliothèque, qui a été intitulée « Représenter le lointain, un regard européen 1450-1950 », qui montrait des documents patrimoniaux de la bibliothèque en parallèle avec le Congrès mondial de la cartographie qui se tenait à Lyon. Et donc, nous, l'idée, c'était de valoriser les collections qui étaient présentées dans cette exposition dans les outils Wikimédia. Parmi les participants, on a pu remarquer qu'il y avait alors à la fois des gens totalement inexpérimentés en termes de contribution, mais aussi des wikipédiens aguerris. Donc on a eu notamment la participation de Delphine Montagne, qui était alors wikimédienne résidente à l'URFIS de Lyon 1, et qui, à cette occasion, a fait un article sur le globe terrestre qui est conservé à la bibliothèque de Lyon. Et alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Qui est le premier résultat du coup qui sort quand on fait une recherche Google toute simple. Cet article a été labellisé Bon article par la communauté des Wikimédiens. Et pour vous donner une idée de la visibilité que ça peut donner à nos collections, le jour où il a été mis en première page de Wikipédia, il a été vu 3832 fois. C'est des chiffres qu'on n'atteint pas vraiment sur notre bibliothèque numérique pour un document. Et puis, s'il a été labellisé Bon article, c'est aussi qu'il y a des sources très fiables qui permettent de le documenter, avec un apport aussi des bibliothécaires qui ont pu compléter le propos et donner des informations. Un autre éditaton que nous avons organisé en janvier 2025 était intitulé Signature de personnalité. C'était en lien avec les archives municipales de Lyon. Et là, l'idée était de mettre en valeur les provenances des documents de la bibliothèque et des archives en versant des images de marques de provenance dans Wikicommons et en enrichissant des Wikidata. Comme en témoignent ces exemples d'éditatons, les médiations à destination du public peuvent à la fois permettre d'initier les personnes à la contribution dans les outils Wikimédia, ce qui permet donc de développer l'esprit critique, puisque c'est apprendre à contribuer sur des outils qui ont un objectif de critique et de mention des sources, de multiplicité des points de vue et de neutralité de la rédaction. Mais elles permettent aussi et surtout une co-construction des savoirs, en bénéficiant de l'expertise de chacun et donc de tous les publics. Le public est ainsi un acteur de la création de l'information et il peut être aussi amené à critiquer les outils mêmes sur lesquels il contribue. Alors on trouve une réelle convergence entre cette promotion de la culture libre et la notion de droit culturel qui est mentionnée dans la loi NOTRe de 2015 et dans la loi Robert sur les bibliothèques en 2021.
Ces droits culturels avaient déjà été définis dans la déclaration de Fribourg de 2007 comme les droits, libertés et responsabilités pour une personne seule et en commun de choisir et d'exprimer son identité et de participer aux références culturelles comme à autant de ressources qui sont nécessaires tout au long de sa vie à son processus d'identification, de communication et de création. Et la déclaration mettait en avant 3 actions essentielles: accéder, connaître, pratiquer et contribuer. Donc les personnes deviennent une réelle ressource pour la communauté dans la construction et la circulation des savoirs. Cette mention des droits culturels figure dans plusieurs engagements de la charte de coopération culturelle de la ville de Lyon et dans le projet d'établissement de la ville de Lyon et de la bibliothèque municipale, pardon. Et la volonté de les promouvoir s'est concrétisée à la bibliothèque, par exemple, par des formations qui ont été données aux agents sur ces notions-là. En 2024, nous avons organisé une conférence qui s'intitulait Droits culturels, projet Wikimédia ou comment réinterroger le rapport au savoir, qui a été donnée par Michel Knobuller, chargé d'enseignement à l'Université Lumière Lyon 2, et par Noé Gasparini, wikipédien, et qui a évoqué cette convergence entre la construction des savoirs dans les outils Wikimédia et les droits culturels en termes de transversalité dans la circulation des savoirs et de construction de ceux-ci. Donc ces conférences de la bibliothèque, vous pouvez les trouver en ligne si ça vous intéresse d'aller voir un peu plus loin. Et c'est bien dans cette perspective que nous organisons des médiations autour de la culture libre à destination et avec les publics à la bibliothèque, donc dans un but d'accès libre à l'information et de co-construction des savoirs. Pour vous donner un exemple où l'expertise du public peut bénéficier à tous et peut permettre une co-construction des savoirs avec les bibliothécaires. Nous organisons une série d'ateliers sur le thème du parler lyonnais actuellement. Donc les 2 premiers ont eu lieu en avril dernier et les 2 suivants auront lieu en octobre prochain. Et le but, c'est d'enrichir le Wiktionnaire avec des termes du parler lyonnais, aussi de verser des enregistrements dans Wikicommons de mots ou d'expressions lyonnaises qui ont été enregistrés avec un outil qui a été développé par Wikimedia France, qui est Lingua Libre, qui permet d'enregistrer des mots ou des expressions dans toutes les langues orales ou signées. Et là aussi, certains participants étaient complètement débutants en matière de contribution dans les outils Wikimédia, mais pouvaient apporter, pour le coup, ils venaient pour la thématique et ils pouvaient apporter une réelle expertise sur cette thématique-là. Donc on a eu notamment des membres d'associations locales, celles des Amis de Guignol et de Lyon. Et pour les ateliers suivants, on a contacté l'Institut Pierre Gardette, qui est un centre de recherche en langue et culture régionale. Donc les membres se sont montrés très intéressés par la démarche. Et ces ateliers, donc avec la volonté de construire un savoir local, fait aussi écho plutôt à d'autres initiatives de la bibliothèque en termes de contribution. Par exemple, la base photographe en Rhône-Alpes, qui est une base photographique qui est comprise dans Numelio. Alors, j'ai perdu. Qui invite les usagers à la contribution, puisque tous les usagers peuvent proposer dans la catégorie vos photos des photographies de Lyon et de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec dans l'idée de construire un patrimoine iconographique local. Voilà. Juste rebondir. Les droits culturels, je suis obligé de rebondir là-dessus, c'est un sujet que je défends beaucoup. Là, on voit bien que libérer l'information et la culture, c'est tout le travail qui a été fait par Lyon. Mais derrière, il y a l'idée d'accéder à sa référence culturelle, mais aussi essayer de développer l'être de culture qui est en face de nous. Et les droits culturels ont comme objectif de développer la capacité à agir à chacun de nous, de se sentir légitime à agir en tant qu'être de culture. Quand tout d'un coup on dit faites des photographies du patrimoine lyonnais tel que vous le voyez et nous lui donnons une place dans le portail patrimonial de la ville de Lyon, on est en train de dire c'est légitime votre vision, votre manière de voir le patrimoine. Ou quand on leur dit on va vous expliquer, vous allez contribuer à Wikipédia, c'est-à-dire que non seulement
vous allez consommer Wikipédia, mais en fait, vous développez votre regard critique sur un outil, puisque tout d'un coup, vous êtes en train de le manipuler. Et donc, on voit bien que le cercle vertueux de libérer la culture et de lui donner un accès plus large vient réveiller derrière, à condition évidemment que les bibliothécaires s'emparent de cet enjeu-là, vient libérer les éléments qui peuvent nourrir l'esprit critique. La loi bibliothèque dit, par leur action de médiation, les bibliothèques garantissent la participation, la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels. L'exercice de leurs droits culturels par l'action, donc par le fait d'agir. Alors, oui, tout à fait. Donc, non, pas du tout. Pour revenir aux médiations qu'on fait à la bibliothèque, elles peuvent aussi favoriser une réflexion sur la distance critique qu'on peut avoir par rapport aux outils Wikimédia eux-mêmes. Nous avons organisé une conférence intitulée Femmes et Sciences au début de l'année, en février 2025, avec Florence Françon, qui est chargée de mission égalité à l'ENS, et Delphine Montagne, qui était Wikimédienne résidente à l'URFIS de Lyon. Elle faisait un parallèle, cette conférence, entre les biais de genre qui existent dans la construction académique des sciences et ceux qui peuvent exister sur Wikipédia. Parce qu'en fait, les critères d'admissibilité des articles dans Wikipédia font que des sources secondaires sont nécessaires pour pouvoir écrire un article sur une personne. Or, comme il existe moins de publications sur les femmes que sur les hommes, on se retrouve avec un pourcentage d'articles sur les femmes de 20% dans Wikipédia France, ce qui est très peu. Sans parler aussi de la disproportion entre le nombre de contributeurs et de contributrices pour un certain nombre de raisons. Et nous avons fait suivre cette conférence par un éditaton qui était là aussi sur le thème des femmes et des sciences, où Delphine Montagne participait et on a eu une intervention aussi de Natacha Rowe, qui est la présidente des 100 pages, une association qui vise à réduire ces biais de genre sur Wikipédia. Et donc là, le but, c'était d'enrichir les articles sur les femmes scientifiques. Voilà, donc là encore, on a eu des personnes qui étaient complètement novices et d'autres qui étaient expertes, que ce soit dans la contribution sur les outils wiki ou sur le sujet abordé. Juste pour l'information, prochainement, on aura un autre éditaton qui aura lieu à la bibliothèque le 21 juin, dans le cadre de la Convention des 100 pages en marge du mois des fiertés. Pour conclure sur ces médiations, entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, 104 médiations ou animations ont été proposées au public pour promouvoir la culture libre à la bibliothèque à travers des ateliers ou des rencontres, ce qui a concerné 516 usagers. Et donc ces initiatives ont permis à chaque fois d'inclure le public dans la construction de l'information, tout en ayant un regard critique sur les outils mêmes dans lesquels on l'encourageait à contribuer. Et enfin, nous menons actuellement une réflexion sur la manière dont toutes ces actions de promotion de la culture libre peuvent être portées à l'échelle de l'établissement. Donc ces initiatives ont été récompensées par l'obtention par la bibliothèque en 2023 du label Culture Libre au niveau argent, donc un label décerné par Wikimédia France aux institutions culturelles qui sont engagées dans cette démarche de promotion de la culture libre. Et la même année, les archives municipales étaient labellisées également, et les hospices civils de Lyon l'année suivante. Ce qui crée une réelle dynamique locale dont on bénéficie. Par ailleurs, il y a une convention qui lie Wikimédia France et la ville de Lyon pour les archives municipales depuis 2021. Et on a un avenant qui est venu s'ajouter à cette convention en 2025 pour inclure la bibliothèque. Le but de cette convention étant de multiplier ces actions de contribution avec les publics, notamment des éditatons, de faire des formations et de bénéficier de communication autour de ces actions. Et donc, ce label et cette convention viennent
entériner en fait les liens très forts qui existent déjà entre les bibliothécaires et la communauté de wikipédiens lyonnais qui est très dynamique, qui s'appelle la Cabale de la Quenelle et qui contribue et qui participe régulièrement à l'animation de nos éditatons, des ateliers, des formations que l'on organise à la bibliothèque. Et toute cette dynamique locale nous permet de faire des actions communes avec les archives municipales notamment, qui sont aussi très engagées sur ces questions-là. Depuis 2024, nous avons un groupe de travail interne à la bibliothèque pour réfléchir à la manière d'ancrer ces missions au sein de l'établissement. Dans ce cadre, on a déjà réalisé des actions comme la création de fiches outils sur les notions liées à la culture libre, l'organisation de formations à destination des agents pour apprendre à contribuer dans Wikipédia, dans Wikidata et dans Wikicommons. Ou alors encore des sessions de contribution à l'occasion d'événements comme OneLib ou OneRef. Voilà. Et nous avons également diffusé un questionnaire à destination des agents pour connaître déjà, savoir quelle était leur connaissance des notions liées à la culture libre et s'ils pensaient que ces missions pouvaient être intégrées à leurs activités. Alors on a pu constater qu'il y avait définitivement une culture métier autour des notions liées à la culture libre, que la plupart de nos collègues trouvaient que la contribution dans les outils du libre et les médiations qui allaient avec pouvaient faire partie de leur mission et qu'ils étaient légitimes à le faire, mais c'est toujours le problème du manque de temps qui se pose et aussi il pointait un manque de formation sur ces questions. Donc pour l'instant à la bibliothèque, les missions liées à la culture libre sont inscrites dans quelques fiches de poste, mais seulement dans celles des agents du service de la bibliothèque numérique. Pour conclure, promouvoir la culture libre, ça a impliqué quand même d'accepter un nouveau paradigme où les agents de la bibliothèque ne produisaient plus forcément l'information et ne diffusaient plus forcément leur collection sur leurs propres outils. Ils acceptent aussi de ne plus être les seuls producteurs de cette information, puisqu'elle est construite avec les publics et elle peut être modifiée à tout moment. Mais c'est aussi cette démarche volontaire qui permet une grande visibilité des collections et puis la contribution avec les publics et une construction collective des savoirs qui permet le développement de l'esprit critique, que ce soit sur les informations diffusées ou sur les outils même qui permettent leur diffusion. Merci Hortense. Rappeler le cas de Lyon est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une démarche qui est quand même très poussée. C'est pour ça qu'ils ont le label niveau 3 du Bible libre, mais pour vous rappeler sous le label que porte l'ABF, il y a 3 niveaux. Un premier niveau, c'est une liberté d'accès à l'information, même numérisée. Un deuxième niveau, c'est est-ce qu'on facilite le partage des savoirs et de l'information au sein des bibliothèques. Et le troisième niveau, ça cumule, c'est est-ce qu'on est acteur dans la contribution même de l'information et de la culture libre. Et on voit bien qu'on a ces 3 niveaux qui sont portés. Mais pour pouvoir arriver au niveau 3, il faut déjà commencer par le niveau 1. On est bien d'accord, qui est de se dire, est-ce qu'on facilite bien l'accès à l'information en toute liberté, tout en restant dans le cadre que nous impose évidemment la loi, mais est-ce qu'on est vraiment des facilitateurs dans l'accès à l'information là-dessus? Pour vous faire écho du comité qui est piloté par Xavier Gallo du comité Bible Libre, qui pilote le label, on est assez surpris de voir que ce premier niveau, qui, lorsqu'on l'avait conçu, nous semblait être quelque chose qui allait être très facilement développé, que beaucoup de bibliothèques pourraient être là-dessus, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de bibliothèques étaient confrontées à une difficulté qui était ce premier niveau, tout simplement d'offrir un Internet facile accès, non conditionné à être abonné, de pouvoir aller sur le site que l'on voulait, et avec des cas de figure assez incroyables. J'en ai un, je tairai bien évidemment le territoire, avec carrément une DSI qui dictait les contenus à visionner dans la bibliothèque. Ça paraît totalement fou
comme histoire. Et on revient sur un peu ce qui s'était dit ce matin sur la neutralité et la technicité des éléments. Eh bien, la charte permet d'être un outil qui te dit, écoutez, peut-être qu'on pourrait discuter de cela avec sa DSI, avec sa tutelle, en parlant de cette charte et puis en allant d'essayer de libérer. Et on a eu des cas de figure de bibliothèques qui avaient signé la charte, mais qui ne pouvaient pas obtenir le premier label. Et c'est parce qu'il y a eu un dialogue entre eux, et puis nous, on les accompagnait, qu'on a permis tout d'un coup de donner du sens. En fait, la difficulté souvent de cet Internet qui n'est pas ouvert ou complètement ouvert, c'est qu'on ne saisit pas toujours bien le sens de ce qu'il y a derrière cet accès libre à Internet. On y voit, oui, mais alors ça va, on voit les aspects très anxiogènes, ce qui sont tout à fait normal. Mais encore une fois, des fois dans des gros réseaux, on est plus mature, puis il y a des plus petites bibliothèques qui sont équipées d'un ordinateur et de connexion, et c'est le mont Everest, cette proposition. Donc il faut rappeler la boussole pour lequel on doit être présent là-dessus. Donc un accès à Internet libre tout d'abord, et puis ensuite ça ouvre le champ sur ces éléments-là. Et ce que Hortense a posé aussi, c'est l'acculturation professionnelle de ces enjeux. Puisqu'on a bien vu que là, Hortense, vous êtes sur les aspects patrimoniaux de Lyon, mais vous voyez bien qu'il y a dans la démarche que vous obtenez, c'est que ce n'est pas simplement donner accès au patrimoine numérisé, c'est comment ça devient une matière première pour construire avec les habitants des éléments de savoir, d'information, d'esprit critique, et c'est là où on est dans la couche la plus intéressante et celle que veut pointer la loi bibliothèque autour de ces éléments-là. Il nous reste un petit quart d'heure. Peut-être si vous souhaitez prendre la parole, poser des questions à Hortense ou à moi-même, ou faire témoigner peut-être de difficultés ou de réussites, le micro est à votre disposition. Ah, oui. Oui, bonjour. Dans le cadre de vos contributions, est-ce que vous payez quelque chose sur les plateformes Wiki ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Non. C'est pas des contributions destinées à... C'est pas une démarche commerciale, donc on ne paye pas. Wikipédia est un bien commun, donc est un commun du savoir, c'est-à-dire il n'est pas à but non lucratif, il n'appartient à personne. Wikipédia est un bien de l'humanité. Voilà, il n'y a pas de propriétaire, donc on fait on fait pas ce qu'on veut, non. Non, pas du tout. Mais en tous les cas, il est à nous. Vous avez parlé des outils Wiki. Alors Wikipédia, ça je vois. Mais alors les deux autres que vous avez cités, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots sur à quoi ils servent ou qu'est-ce qu'on y trouve ? Oui. Alors Wikicommons, c'est vraiment la médiathèque numérique développée par Wikimedia, donc qui permet d'inclure les images. Tout type d'images d'ailleurs, qui sont libres de droit, puisqu'il y a uniquement les licences libres et ouvertes qui permettent d'intégrer les images dans Wikimedia. Vous connaissez les Creative Commons, donc il y a les plus libres des Creative Commons qui permettent d'intégrer les images dans Wikicommons. Voilà, Wikicommons. Je vous ai parlé de Wikidata, je pense. Wikidata, c'est un peu le référentiel d'autorité, si on peut faire un parallèle avec les métiers des bibliothèques des outils Wikimedia. Donc, ça permet de rentrer des données sous forme normalisée sur les personnes, les œuvres, etc. Et puis, je vous ai peut-être parlé de Wikisource, qui est une bibliothèque numérique qui permet de transcrire des textes qui sont élevés dans le domaine public. Voilà. Donc, et il y a d'autres projets Wikimedia qui existent. Il y a toute une galaxie de projets Wikimedia. Il y a notamment le Wiktionnaire qui est comme un dictionnaire en fait, qui permet de documenter la langue et toutes les langues locales. Voilà.
Wikimedia Commons, c'est la médiathèque d'abord de tout l'univers Wikipédia. C'est là où ils puisent leurs illustrations, les sons, les vidéos, etc. Mais c'est une médiathèque pour nous tous, en fait. Vous voulez illustrer une bibliographie ou quoi que ce soit. Alors, on va souvent sur Google Images et puis on va chercher, et puis on ne demande pas trop si on a les droits ou pas. Là, vous y allez, vous savez qu'on est dans des biens communs. Donc, ça permet de donner encore plus de poids à cet outil, d'autant plus que si vous citez la source, d'où vient, donc vous donnez du poids à cet outil, d'où, a fortiori, d'y contribuer. Quand vous mettez du patrimoine numérisé dans la médiathèque Wikimedia Commons, vous donnez une visibilité à vos contenus, mais folle. Hein. Merci beaucoup pour cette présentation et aussi merci aux bibliothèques de Lyon, en fait, vraiment, parce que quand on utilise et quand on contribue sur Wikipédia, on voit votre travail. Donc, merci à vous. Moi, c'était plus un témoignage sur ce que vous disiez sur la restriction de l'accès Internet en bibliothèque, sur deux choses. Premièrement, sur quelque chose dont on ne pense pas nécessairement, mais c'est-à-dire dans les CDI, les bibliothèques scolaires, où on est tous d'accord que c'est normal que certains contenus soient restreints, mais en fait, alors je ne sais pas comment c'est exactement maintenant, mais il y a quelques temps, ils utilisaient ce qu'on appelait la liste de Toulouse, donc qui était une liste de blocage très globale, qui en fait est la liste faite par l'université de Toulouse-Capitole. Et en fait, dedans, il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on trouvait des sites pornographiques bloqués, on trouvait le magazine Têtu bloqué, par exemple, parce que c'est gay, c'est scandaleux, donc on ne pouvait pas avoir ça. Donc à une époque, c'était bloqué. On trouvait des blogs personnels bloqués parce que quelqu'un, un jour, avait signalé ce blog parce qu'il ne voulait pas qu'un élève aille sur ce blog. Et pouf, du coup, il était bloqué dans toute la France. Donc en fait, c'est un truc qui est souvent utilisé par les DSI de l'éducation nationale de manière sans discernement, et en fait on retrouve beaucoup de contenus bloqués. Et ensuite je veux parler, parce que moi en fait mon précédent poste c'était à l'université Toulouse-Capitole, dans la bibliothèque universitaire. C'était donc vous? C'est pas moi qui ai choisi, mais alors faut savoir que du coup on avait quand même, là donc on parle d'un public d'adultes, qui est le public des bibliothèques universitaires, pour les gens qui n'étaient pas membres du site, donc par exemple les étudiants d'autres sites ou les chercheurs qui venaient visiter ou qui étaient même en résidence, ils avaient accès à rien. Ils avaient accès au site de l'université, ils n'avaient pas accès à Gmail, ils n'avaient même pas accès à ce genre de choses. Donc c'était vraiment très restreint. Et même dans ce qui était pour notre public, il y avait plein de sites qui étaient bloqués. Et généralement, quand on dit non, il faudrait tout débloquer, les gens ils nous disent mais vous vous rendez compte s'ils vont sur Pornhub, par exemple. Et à ça, je répondrai que quand même, tout à l'heure, on en débattait avec une collègue où on disait que, bah oui, mais c'est quand même normal qu'on ait des livres de nazis dans notre bibliothèque, parce que des fois, c'est le matériel de première main qu'il faut étudier. Ben, en fait, c'est un peu pareil pour le reste, mais dès qu'on arrive sur Internet, les gens le voient plus comme ça, en fait. Tout de suite, il faut faire des catégories de choses qui peuvent être autorisées, et ça, quand même, on ne peut pas. Et quand c'est des publics d'adultes, quand même, en fait, on peut se poser la question, pourquoi? Est-ce qu'on ferait la même censure sur nos livres, en fait? En fait, vous pointez, mais c'est un sujet, alors vous comprenez, c'est un sujet qui est très complexe à porter, mais il faut juste se dire, je me rappelle il y a une dizaine d'années, je discutais avec des bibliothécaires de l'ETS de Montréal, et qu'ils expliquaient que leurs étudiants, il y a une dizaine d'années, ils venaient, ils prenaient des documents et ils repartaient. Il restait peu, assez peu, et en fait, ils allaient en face, c'était le Burger King en face. Parce qu'au Burger King, en fait, ils avaient un Internet qui était totalement ouvert. Et donc, ils allaient bosser au Burger King. C'est-à-dire qu'à un moment, on loupe complètement la cible. On ne cesse de dire on est un espace non marchand. Ce qui anime notre travail, c'est d'être justement dans des logiques sans aucune pression commerciale et blablabla. Et en même temps, on repoussait tout un lot d'étudiants qui allaient bosser finalement au Burger King, parce que les étudiants voulaient juste avoir une connexion Internet qui était ouverte pour faire son travail là. Et donc, ils ont compris en fait qu'eux, ils avaient une vision qui était un peu maximaliste, mais qui souvent, il n'y a pas de mauvaise intention, ça arrive de temps en temps, mais très sincèrement, de manière majoritaire, il y a une bonne intention. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des alternatives qui font que on pousse vers des espaces marchands quelquefois parce qu'on ne veut pas complètement intégrer que l'accès à l'information, ce droit fondamental, encapsule Internet et donc il pose des problématiques. Mais ce que vous pointez est exactement là. Mais c'est pour moi, quand on réfléchit à
comment libérer l'information dans un univers numérique, avant de parler peut-être du domaine public numérisé, des ressources numériques, qui est une vraie problématique. Les ressources numériques en bibliothèque sont en contradiction avec les valeurs du service public, mais c'est compliqué de bouder tout ça. Posons-nous la question simplement du libre accès à l'information par Internet, et on va voir que déjà là, on a quelques difficultés parce qu'on ne l'a pas totalement bien intégré ou parfois bien encapsulé cet accès à Internet dans ces éléments-là. Quelle heure est-il? Oui, il y a encore un petit peu de temps. Oui, bonjour. Vous faites référence au public. Et justement, est-ce que vous avez pu travailler sur une évaluation des publics qui participent à ces projets, notamment des publics qui, a priori, sont éloignés du Commons, qui sont éloignés aussi et découvrent, en fait, cet univers-là? Alors, après chaque animation... on fait des évaluations du nombre de participants et on leur demande pendant l'animation en fait pourquoi ils viennent, s'ils savent contribuer. De toute façon, c'est nécessaire aussi pour savoir à quel niveau ils sont et pouvoir les former s'ils ne savent pas contribuer. Après, on n'a pas plus d'outils que ça, mais c'est vrai que ce serait intéressant à mener comme réflexion. C'est aussi pour ça qu'on essaie de diversifier un peu les thèmes de nos ateliers Wikimédia ou des éditatons, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes publics en fonction des thèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout contributeurs et qui viennent pour la thématique. Toujours un noyau dur de contributeurs aguerris qui viennent à toutes les rencontres. Voilà. Mais non, on n'a pas d'évaluation globale des publics à part ça. Sur ce point, la question est très intéressante. En fait, il ne faut pas non plus se raconter des histoires, très clairement. Quand on fait des éditatons ou des démarches participatives, c'est d'abord des gens très concernés et qui se sentent en capacité, je reviens sur cette terminologie, en capacité d'agir. On ne peut pas tout d'un coup transformer quelqu'un qui ne s'est jamais senti vraiment légitime à agir, à devenir un contributeur. Tout d'un coup, le gap, il est tellement énorme que ce n'est pas possible. Par contre, que l'on voit et que l'on sait que dans cette maison qu'est la bibliothèque, je peux, si jamais je me sentais de le faire, être accueilli pour être en capacité à agir, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas forcément de dire est-ce que ça va nous amener plus de monde, ce n'était pas votre question, ou plus d'abonnés, c'est le mauvais calcul. C'est en quoi on démontre qu'on est bien ce lieu public qui permet de mettre en capacité les gens à se dire il y a peut-être un endroit où je peux agir et peut-être qu'un jour on fera un truc sur le macramé, tiens, je pourrais peut-être agir sur le macramé. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'être dans le quantitatif, même si nos tutelles aiment le quantitatif. Mais le qualitatif, c'est très bouddhiste, mais des fois le chemin est plus intéressant que le résultat. Après, il y a des gens qu'on vient, il y a des gens qu'on vient chercher un peu aussi. Par exemple, pour les ateliers sur le parler lyonnais, c'est nous qui avons contacté aussi les associations locales, qui sont certes intéressées par le patrimoine local, mais voilà, en fonction de la thématique, on peut aller chercher des gens qui seraient pas allés d'eux-mêmes voir les actions que fait la bibliothèque. Voilà. Est-ce que, c'est juste une petite question, on voit à peu près ce que veut dire éditaton, mais est-ce que vous pouvez l'expliciter plus, et surtout du point de vue méthodologique? Comment ça se déroule? Comment ça se passe concrètement? Oui, alors nous, il y a quand même un travail en amont de recherche de sources, puisque l'idée, c'est quand même de valoriser les collections de la bibliothèque aussi, et puis de permettre aux contributeurs d'avoir du contenu. Typiquement, pour l'éditaton Femmes et Sciences, on a cherché des livres à la bibliothèque sur cette thématique, fait des recherches aussi sur ce qui existait déjà, ce qui était déjà publié dans Wikipédia, et des pages qui sont potentiellement à enrichir. Donc on a dressé une liste pour qu'aussi les participants
qui n'y connaissent pas forcément grand-chose puissent arriver et puis avoir déjà de la matière et se mettre à contribuer sur un contenu qui peut être accepté aussi dans Wikipédia, puisqu'il y a cette exigence d'avoir des sources pour documenter les articles. On ne peut pas écrire sans ces sources secondaires. Donc voilà, nous c'est un travail de préparation en amont, et après, le jour de l'éditathon, généralement on fait 2 groupes, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être formées à la contribution et d'autres qui sont opérationnelles tout de suite. Il y en a même qui viennent avec leur sujet et qui savent sur quelle page ils vont contribuer. Donc ça se fait assez naturellement, et voilà. Et après, on a ça peut durer un après-midi. Généralement, les participants restent un petit peu longtemps et peuvent aussi continuer chez eux à documenter les pages qu'ils ont commencé à enrichir. Et justement, pratiquement, à quelle heure vous programmez ce genre d'atelier? Est-ce que c'est 6 heures, 4 heures pour que des actifs soient là et pas que des gens disponibles en après-midi, par exemple? Alors là, on a les éditatons, les derniers, on les a fait les samedis, soit le matin, soit l'après-midi. Le tout dernier sur Femmes et Sciences, on a eu 17 participants, ce qui est pas mal, parce qu'en fait c'est un bon format aussi pour former les personnes qui ont besoin d'être formées. Et les ateliers plus courts, comme ceux sur le Parler lyonnais, on les a organisés 2 jeudis soirs en avril, et ce sera des samedis en octobre. Justement, on voulait tester un peu pour voir quand les gens pouvaient venir. Le soir, c'est quoi pour vous? Le soir, c'était 18h30. C'est très tôt, quoi. Si je vous dis pas de bêtises, enfin, en tout cas, oui, c'est très tôt pour les actifs, effectivement. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on voulait en faire aussi le samedi, pour voir s'il y avait une grosse différence dans les publics. Mais généralement, c'est plutôt le samedi. Ouais. Le temps de encore une petite dernière, s'il y a encore une remarque. Oui, ça sera la dernière. Moi, c'était juste une remarque pour répondre aux collègues, à la collègue. Il y a une question aussi de culture professionnelle qui se frotte entre les DSI et les bibliothécaires. Nous, on est dans une collectivité avec mes collègues où la DSI est très craintive des attaques informatiques. Et du coup, ça entre en contradiction avec notre outil mis à disposition des publics pour l'accès à Internet. Ça en devient des points bloquants, mais en fait, je pense que l'enjeu n'est pas du tout le même. Eux-mêmes ne fréquentent pas les lieux. Et en fait, nous, nos arguments sont vus comme... on est un petit peu des artistes, quoi. Oui, enfin, est-ce qu'il y a une capacité technique qui est portée par ces services-là qui sont supports, qui du coup oublient qu'ils sont supports et qui restent dans leur précarité technique? Clairement, les DSI, hein, alors c'est sûr que c'est toujours tendu, c'est de la friction, mais on a besoin de notre DSI. Vous ne fâchez pas avec votre DSI, hein. Enfin vraiment, hein, c'est très important, mais on ne parle pas toujours la même langue. D'où il faut trouver le terrain sur lequel on arrive à trouver une même langue. Du coup, ça me fait faire la pirouette pour conclure. Lisez la charte que je vous ai présentée, qui est portée par l'ABF, parce que c'est un bel outil pour justement montrer pourquoi on a besoin d'avoir un Internet qui est un petit peu plus ouvert. Donc lisez-la. Poussez peut-être à adhérer parce que c'est un engagement, hein, qui est très important, et puis peut-être postuler à un label, ça sera avec beaucoup de plaisir. Plus des bibliothèques sont posées sur cette charte et ont des labels, plus on montre en fait qu'on est un acteur fondamental tel qu'on l'a décrivé là derrière, et puis surtout adhérer à l'ABF, bien sûr. Merci.